Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, j'ai pu me rendre compte hier qu'il y avait une sacrée ambiance dans cette société. Je suis impressionné. Donc on va se livrer à une gentille bataille avec Antoine Bruquet pour défendre un peu chacun sa maison. Et donc moi, mon boulot, ça va être de vous, voilà mes conflits d'intérêts, de vous dire que probablement l'endoscopie, non pas tellement en termes de surveillance, mais en termes de traitement, est probablement une prise en charge importante pour la dysplasie dans la rectocolite hémorragique. Alors je vais commencer par me tirer une balle dans le pied en vous montrant un cas clinique comme on n'aime pas en rencontrer. Ce patient que j'ai suivi pendant une vingtaine d'années, en commençant à le suivre à 30 ans pour une pancolite de RCH, qui a eu différents traitements, dont des anti-TNF qui ont bien marché pendant 10 ans. Qui a échappé sans immunisation, qui est passé sous anti-JAK. Et vous voyez, on a fait les coloscopies très régulièrement, 8 ans après le début de la maladie, tous les 2 ans comme il faut. En 2014, on lui trouve un adénome isolé qui est probablement pas de la dysplasie classique de la RCH, qu'on enlève sans problème, avec des examens toujours bien faits, avec de bonnes conditions de préparation, Boston 9, la chromoscopie. Il fait une poussée en septembre 2019, normalisée sous anti-JAK, et quelques mois après, on découvre une tumeur de la charnière recto-sigmoïdienne, donc très à distance de la dysplasie, qui a très mal évolué, qui était métastatique d'emblée, qui n'a pas répondu aux chimiothérapies. Ce patient est décédé. C'est des dossiers très impressionnants, comme on en a tous, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut bien sûr pas raisonner sur des cas cliniques et voir un peu la littérature et l'ensemble des séries qui sont disponibles. Le taux de cancer à 30 ans dans les pancolites, il a été largement revu à la baisse par des études relativement récentes, 2009. On pensait que c'était 30% à une époque, c'est plutôt de 2 à 8% selon les études. Donc il n'y a pas tant de risque de cancer que ça chez les patients qui, bien sûr, au départ, n'ont pas de dysplasie. Je vous ai pris une grosse série rétrospective, une des plus grosses cohortes mondiales de suivi des rectocolites hémorragiques, celle du Saint-Marx, qui se fait sur 40 ans et qui apporte des informations importantes pour montrer que l'endoscopie, évidemment, et la prise en charge a progressé en quelques années, parce que les cancers du côlon qu'on trouve, on les trouve à un stade plus précoce, parce que les cancers d'intervalle, et vous avez la courbe à gauche, ont largement diminué de décade en décade, parce que la dysplasie, on la découvre plus souvent, et que la dysplasie de bas grade aussi, on la découvre plus souvent. Donc c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent chez ces patients, et la question très pertinente de la SNFCP, c'est qu'est-ce qu'on fait chez ces patients quand on découvre ça. Et cette série, il faut bien la voir comme une série rétrospective. C'est quoi ces séries rétrospectives? C'est des séries où l'endoscopie n'a évidemment pas été optimisée, où je vous dis que je rappelle que les endoscopes de haute définition, on les a depuis à peu près les années 2010. Donc depuis 2010, on commence à avoir des instruments de très haute qualité pour surveiller, et la chromoscopie, on a commencé à en faire dans les années 2005-2010, pareil. Donc, dans cette série rétrospective, avec toutes ces limites sur l'endoscopie, il y a quand même des choses inquiétantes. C'est que la dysplasie à distance, c'est 20% des patients quand on enlève un cancer, et que le cancer à distance, c'est 14% des patients quand on enlève un cancer. Donc, il y a effectivement des échecs de la surveillance endoscopique sur une série très ancienne rétrospective, et ce genre de série montre toujours ce genre de résultats. Ensuite, on a des méta-analyses, celle de Mathurin-Fumery de 2017, qui correspond à des patients, là encore, avant 2015, là encore, pas forcément avec une endoscopie optimisée. Et là, on rentre dans le suivi du sujet, c'est de la dysplasie de bas grade sur des rectocolites hémorragiques, 671 patients. On ne parle pas de traitement, on n'a pas la notion de traitement, ce sont des études de population. Et le cancer, c'est 0,8% par an, donc on va arriver à peu près à 30% à 30 ans, ce qui veut dire qu'on va être largement au-dessus des chiffres qu'on a pour les gens sans dysplasie de bas grade. On passe de 2 à 8% à peu près 30% à 30 ans. Donc là, vraiment, on a un sous-groupe de patients beaucoup plus à risque si on ne les traite pas, si on ne les opère pas éventuellement. Et vous avez la même chose sur un registre de population danois, comme font les Danois d'habitude, un énorme registre de plus de 4000 patients, avec une dysplasie de bas grade, pas de notion de traitement, toujours avant 2016, donc toujours au début de l'optimisation de l'endoscopie à l'époque. Et la dysplasie avancée à 5 ans et 15 ans, c'est 8,5 et 21%. Donc à 30 ans, on arrive à peu près à 30% aussi. Donc on est sur les mêmes chiffres de 30% de risque de dysplasie avancée ou de cancer à 30 ans, donc un sous-groupe de patients particulièrement à risque. Alors, la question que je me suis posée quand vous m'avez posé cette question, c'est pourquoi la SNFCP me demande ça? Ça fait 10 ans que des recommandations faites par des groupes experts, qui incluent des chirurgiens, l'écho, l'AGA, nous ont dit, quand vous voyez une dysplasie et que vous la reconnaissez, que vous pouvez l'enlever, qu'elle est limitée, il faut l'enlever. Pourquoi ils disaient ça déjà il y a une dizaine d'années, alors qu'on n'avait pas encore les endoscopes optimisés et pas beaucoup de chromoscopie? Parce qu'ils avaient déjà à l'époque des dizaines d'études de patients qui avaient eu de la dysplasie sur des cohortes, encore une fois rétrospectives avec la valeur qu'elles ont, mais qui avaient été traités sur leur dysplasie, suivis pendant de nombreux mois, voire années, et qui avaient des résultats tout à fait pertinents en termes de faible taux de récidive et de taux de cancer. Donc finalement, les recommandations aujourd'hui, c'est d'enlever
cette dysplasie de bas grade et même de haut grade. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin, mais avec évidemment beaucoup de prudence, et le dossier que je vous ai montré au début en fait partie. Il y a des limites à ce traitement endoscopique très clair. Quand vous avez une sténose sur une rectocolite hémorragique, le risque de cancer est relativement élevé, il faut faire très attention. Quand vous avez un champ de pseudopolypes, ce sont des patients qui sont extrêmement difficiles à surveiller, détecter une dysplasie, je le reconnais, c'est beaucoup plus difficile que sur un côlon moins cicatriciel. Quand vous avez une dysplasie multifocale, même si des études récentes laissent penser qu'on peut aussi traiter des dysplasies multifocales. Quand vous avez une dysplasie en muqueuse normale, mais ça, personnellement, je n'y crois pas. Et c'est une notion qui n'a jamais été démontrée. Et la plupart des endoscopistes modernes vous disent probablement ça n'existe pas, mais on va rester très prudent et très modeste. La dysplasie non résécable, évidemment. Il y a des dysplasies qu'en endoscopie, on n'arrivera pas à réséquer parce qu'elles sont trop étendues, parce qu'elles sont multifocales, parce qu'elles sont compliquées. Les patients qui ont une cholangite sclérosante, il faut vraiment s'en méfier énormément. Et ces patients avec de la dysplasie sont probablement une excellente indication de colectomie. Et puis quelques patients qui vont préférer à la surveillance une chirurgie, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui préfèrent une coloproctectomie à une surveillance, mais il y en a quelques-uns sûrement très angoissés qui voudront cette prise en charge. Et pourquoi il y avait cette proposition de l'écho et de la GA en 2013-2015? C'est parce qu'on entrait dans l'ère d'une endoscopie de très grande qualité et ces consensus insistent énormément sur la qualité, sur le fait d'être fait en centre expert, sur le fait d'être fait par des gens qui ont de l'expérience. Et je le conseille parce que c'est très difficile et c'est une des choses les plus difficiles que je fais. Je surveille des gens avec des risques de cancer depuis des années sur les polyposes familiales. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de surveiller une maladie inflammatoire de l'intestin que de surveiller une polypose familiale, même si on est à peu près dans les mêmes genres de gros risques. Il faut de l'indigocarmin et je recommande vraiment encore l'indigocarmin, même si on parle du NBI à l'heure actuelle. En tout cas, sur les consensus, on n'est pas encore très clair sur le NBI. Les biopsies systématiques à l'aveugle sur des muqueuses normales, je pense que c'est pas très rentable et il y a longtemps qu'on n'en fait plus chez nous. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec la chromondoscopie, ça peut être encore quelque chose à faire. Et tout vient de cette étude un peu pivotale de Kisslich en 2003 qui a très bien démontré plusieurs choses, qu'avec la chromoscopie, on allait largement augmenter le nombre de dysplasies qu'on va détecter et principalement ces dysplasies planes qui sont très difficiles à voir, qui sont les 2/3 des dysplasies dans la RCH. Et vous voyez ce taux de 15% de dysplasie chez Kisslich, c'est ce qu'on devrait tous savoir. C'est un peu notre taux de détection des adénomes pour les maladies inflammatoires. On devrait avoir entre 10 et 15% de patients qui ont de la dysplasie, sinon c'est qu'on ne la cherche pas bien et on devrait s'inquiéter par rapport à nos résultats. La dysplasie invisible, c'est l'argument qu'on va nous donner. Mais la dysplasie invisible, j'ai beaucoup de mal à y croire, ça n'a jamais été démontré scientifiquement. Je vous montre un petit film, s'il veut bien démarrer, c'est parfait. Avec cette qualité d'endoscopie qu'on a aujourd'hui, cette capacité à voir la muqueuse normale, on voit très bien ces lignes nominées. Je ne crois pas qu'on puisse avoir de la dysplasie sur des lignes nominées normales. Au milieu, vous avez une lésion qui n'est pas dysplasique, qui est une muqueuse régénérative, qui ressemble à une lésion dysplasique, mais qui n'est pas de la dysplasie, parce qu'en fait, on est capable de détecter très précocement aujourd'hui beaucoup de choses un peu anormales sur ces muqueuses, qu'on va prélever largement maintenant avec les résections à lance froide, mais qu'on ne va pas forcément enlever systématiquement, parce qu'il y a très peu de dysplasie sur toutes ces lésions qu'on observe au niveau du côlon de ces patients. Et les Japonais, qui sont toujours un peu en avance sur nous sur le diagnostic, commencent à nous proposer de comprendre par une classification ce qui se passe au niveau de ces lésions. On est très mauvais pour classer en endoscopie ces lésions dysplasiques ou pas dysplasiques. Alors les lésions qui ont une architecture un peu normale comme celle-là sont en général de la muqueuse normale ou régénérative. Les lésions qui ont cet aspect un peu vileux, vous voyez la flèche, oui, un peu comme de l'adénome, sont assez souvent de la dysplasie de bas grade, en tout cas majoritairement de la dysplasie de bas grade, et les plus inquiétantes qu'il faut apprendre à reconnaître, un peu comme quand on fait la caractérisation des polypes colorectaux, sont ces lésions avec des petits ronds éventuellement très denses et qui sont très souvent de la dysplasie de haut grade. Donc on a une espèce de classification qui commence à apparaître, qui est basée sur l'endoscopie optimisée avec de l'indigocarmin et qui nous permettra, je pense, de comprendre un peu mieux ce qui se passe chez nos patients. L'autre argument qu'on va nous donner, c'est la résection, c'est trop difficile. C'est vrai que c'est difficile, et j'en conviens. C'est pas du tout facile d'enlever de la dysplasie sur une muqueuse qui est déjà très fibreuse, entièrement inflammatoire, cicatrisée, mais on fait très bien de la dissection sous-muqueuse, qui est probablement la référence aujourd'hui. Et vous avez déjà en 2022 une méta-analyse de 8 papiers qui montre que la résection, elle est possible. C'est 94% de résection monobloc, c'est 84% de R0. Donc on peut être très efficace, et après on aura le suivi sur les cohortes. En tout cas, aujourd'hui, la dissection sous-muqueuse est le traitement de référence. C'est pas facile, ça doit être fait par des équipes entraînées, mais c'est probablement un traitement très efficace sur ces lésions dysplasiques. Et évidemment, il faut réséquer en monobloc, et c'est pour ça que le SD est importante. Alors, je vais essayer de tuer définitivement la dysplasie invisible.
avec cette vidéo qui est faite avec un endoscope qui n'est pas de haute définition, mais avec de la chromoscopie, c'était il y a une dizaine d'années. Vous voyez très bien la lésion en dysplasie de haut grade, là, le polype, d'accord? C'est évident. Mais si vous regardez bien, tout autour, vous avez une zone de dysplasie qu'on voit très bien avec la chromoscopie, qui est bien plus étalée. Donc si vous faites des biopsies à côté de votre polype, vous allez dire dysplasie invisible, mais elle n'est pas du tout invisible, on la voit très bien, la dysplasie. Et donc on va aller sur ce genre de patient vers une dissection sous muqueuse. Alors, dissection, elle va être... déjà, vous voyez, on marque bien la zone. Et après, on va enlever. Dissection un peu rapide, hein, j'en conviens. Mais voilà. Donc là, on a fait une très belle dissection chez une dame de 80 ans qui avait un rectum en place sur une rectocolite ancienne et qui vit encore et qui est très contente qu'on lui ait enlevé sa dysplasie de haut grade il y a une dizaine d'années sans lui enlever le rectum. Et puis, plus moderne, on va commencer à avoir des cohortes. C'est les Japonais qui vont être un peu en avance, comme d'habitude, sur nous. Et je vous présente cette cohorte publiée très récemment, qui est une grosse cohorte de patients avec de la dysplasie de bas grade, 38, dysplasie de haut grade, 22, 4 qui avaient des dysplasies de bas grade multiples. Ces patients ont été pris en charge avec un bilan extrêmement soigneux de leur côlon et un traitement par dissection sous muqueuse. Le suivi à 5 ans, dysplasie de bas grade, il y en a, 13%. Dysplasie de haut grade, il y en a beaucoup, 24%. Mais vous voyez qu'il n'y a eu aucun cas de cancer avancé, que la résection endoscopique a été faite systématiquement sur les récidives de dysplasie de bas grade et dans la moitié des dysplasies de haut grade. Et on attend la suite. Donc on est vraiment entré dans une ère de traitement endoscopique de ces dysplasies, de suivi optimisé qui semble plutôt bonne. Donc je reviens à ce cas clinique quand même pour rappeler qu'il faut rester extrêmement modeste et qu'on verra ce genre de carcinogénèse accélérée chez certains patients et qu'on n'arrivera probablement pas à traiter comme on le veut tous les patients. Pourquoi? Parce que la carcinogénèse, elle est un petit peu différente d'un patient à l'autre. C'est un problème de statistique. On sait depuis longtemps, avec de très belles études de biologie moléculaire, que la carcinogénèse colique classique, un polype de 5 à 10 mm, il va mettre, vous savez combien de temps? 17 ans à devenir un cancer en moyenne. Donc, d'où la grande efficacité de la coloscopie. Pour la carcinogénèse dans les maladies inflammatoires, moi, j'ai pas vu d'études scientifiques de qualité qui permettent de dire si cette carcinogénèse est accélérée ou pas. On ne sait pas. Elle est peut-être un peu accélérée, il y a des chances, mais on ne le sait pas vraiment. En revanche, on aura toujours, comme j'ai dans la polypose familiale, un tout petit groupe de patients qui vont vous faire une carcinogénèse accélérée pour des raisons statistiques, pour des raisons moléculaires sur leur cancer. Et c'est ces patients-là que, de toute façon, probablement, on n'arrivera pas à contrôler. Donc, mon petit message, dysplasie de bas grade dans la rectocolite hémorragique, aujourd'hui, jamais de surveillance simple. Il faut l'enlever, il faut la détecter, il faut l'enlever, il faut faire un bilan extrêmement soigneux du côlon. Et on peut, avec les données qu'on a et avec les recommandations existantes, traiter ces patients endoscopiquement et les surveiller, à condition d'identifier et de délimiter très soigneusement ces lésions, à condition de faire un bilan soigneux. Et moi, je recommande vraiment encore la chromoscopie. On a tous maintenant des endoscopes à haute définition. D'utiliser le SD, qui est quand même le traitement de référence et que tout le monde ne fait pas. Mais je vous rappelle qu'on est le pays en Europe qui fait le plus de dissection colique à l'heure actuelle. Et avec une surveillance rapprochée, entre 3 et 6 mois, puis tous les 1 à 2 ans ensuite, dans ces conditions. Voilà. Je vous passe la parole, Monsieur Boulet.